Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi 13 janvier 2021. Le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce la suspension de l'augmentation des prix de l'huile de table et de la farine de blé qui, selon les professionnels de ce secteur, devait connaître une augmentation le 15 janvier, dans 2 jours donc. Annonce faite hier au cours d'une conférence de presse, une annonce qui rassure. Le point avec Jean-Louis Gbagbo en ouverture de journal. À l'image des grandes métropoles, le district d'Abidjan veut se doter d'une ville nouvelle dénommée Aquaba City, un projet pour faire face à la forte urbanisation non maîtrisée qui touche le Grand Abidjan. Un groupe privé et gouvernement ont signé pour la mise en œuvre du projet. En Centrafrique, des tirs ont été entendus ce matin à l'entrée de Bangui, la capitale. Les affrontements ont débuté vers 6 h. Des tirs qui, selon le Premier ministre, seraient la conséquence d'une tentative menée par les assaillants sur plusieurs fronts en vue de rentrer dans Bangui. Il rassure aussi que les assaillants venus en effectif élevé pour prendre la capitale ont été vigoureusement repoussés. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette nouvelle qui devrait réjouir le cœur des consommateurs que vous êtes. Plus d'inquiétude à avoir, le prix de l'huile de table et de la farine de blé n'augmentera pas. Voici ce qu'il faut retenir pour l'essentiel de cette conférence de presse animée par le ministre du Commerce et de l'Industrie après une rencontre avec les industriels de l'huile raffinée et les professionnels du secteur de la farine de blé. Après les folles rumeurs d'une hypothétique augmentation des prix de ces denrées alimentaires qui ont couru sur la toile, le ministre du Commerce et de l'Industrie rassure les consommateurs et les assure que le gouvernement travaille à la protection de leurs intérêts. Jean-Louis Gbagbo. C'est un ouf de soulagement pour les ménages et les consommateurs. Le prix de l'huile de table et de la baguette de pain n'augmenteront pas, du moins pour le moment. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé la suspension des différentes augmentations constatées pour l'huile de table et à venir pour le pain. Nous sommes convenus ce jour de suspendre les hausses des prix de l'huile de table raffinée intervenu en ce mois de janvier 2021 et de geler les prix de la farine de blé. Donc, de façon concrète, toutes les augmentations qui avaient été annoncées à partir du 1er janvier 2021 concernant l'huile de table raffinée sont suspendues. Quant au sac de la farine boulangère de 50 kg, il demeure au prix maximum de 19 000 francs. Une décision obtenue après plusieurs concertations avec les industriels et acteurs de ces deux secteurs clés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est en effet réjoui du bon état d'esprit qui a prévalu au cours de ces négociations et les efforts consentis par ces industriels au profit des populations. 2 comités techniques composés de toutes les parties prenantes seront mis en place dès demain pour réfléchir sur des solutions durables à envisager pour chaque filière afin d'atténuer la hausse des coûts mondiaux de l'huile de palme et du blé sur les prix de vente de l'huile de table aux consommateurs et de la farine boulangère, tout en permettant aux industriels de pérenniser leurs différentes affaires. Rappelons que ce sont les différentes hausses du coût mondial de l'huile de palme qui ont entraîné en ce début d'année une augmentation du prix de l'huile de table raffinée. Cette tendance était également observée au niveau du blé et a amené certains boulangers à annoncer une augmentation du prix de la baguette de pain à la date du 15 janvier prochain. Et puis l'information à suivre suscite de nombreuses interrogations auxquelles un de nos reporters a tenté d'apporter réponse. Des interrogations relatives aux dernières factures d'électricité qui auraient connu pour certaines une hausse relative à la redevance RTI. Alors question, d'où vient donc cette information qui circule sur la toile? L'information est-elle fondée? Comment explique-t-on qu'au lieu de 2 000 francs CFA, la redevance RTI sur certaines factures CIE est de 4 000 francs CFA, voire beaucoup plus? La compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, est catégorique. La redevance RTI n'a connu aucune augmentation. Les explications avec Didier Nguessan. La facture d'électricité pour les abonnés post-payés de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE aurait connu une augmentation en ce qui concerne la taxe audiovisuelle appelée redevance RTI. Cette supposée augmentation relayée sur les réseaux sociaux alimente les débats avec pour pièce à conviction ces factures. Victor est l'un des clients concernés. Il arrive à l'agence CIE au quartier André Djibi.
J'ai eu la CIE dans le cadre de la redevance RTI. C'est mentionné 2 fois sur ma facture. Et je voulais savoir comment ça se passe, qu'on peut faire 2 fois la redevance sur la même facture. La responsable commerciale prend en charge sa requête. La redevance qui est affichée sur votre facture, oui. En fait, c'est juste le rappel de la facture précédente. Oui. Vous voyez, c'est mis ici, impayé. Oui. Voilà, ça fait partie des impayés. Vous avez eu une facture de 21 515 francs. Oui. Et cette facture est composée de la redevance RTI pour la période du 10e mois 2020, c'est-à-dire la facture précédente. Oui. Voilà, c'est elle qui a été rappelée ici. Oui. Donc vous avez la facture précédente, vous avez la nouvelle facture, donc ils ont rappelé, c'est ça que vous voyez, impayé antérieur, CIE, impayé antérieur RTI. Donc vous avez en tout 4 000 RTI à payer. À cet impayé s'ajoute la nouvelle consommation, plus les primes fixes au nombre desquelles la redevance RTI. Double facturation, double redevance. Il ne s'agit donc pas d'une quelconque augmentation. Il n'y a pas eu d'augmentation sur les redevances RTI. Nous avons 2 exemples ici que nous allons vous montrer. Voilà. Pour une période de consommation bien donnée, c'est-à-dire un bimestre qui concerne 2 mois, c'est-à-dire une facturation, la RTI est facturée à 2 000 francs. Nous avons un autre exemple, c'est une facture qui concerne un client. Ça concerne la consommation de 3 bimestres, c'est-à-dire 6 mois de facture, ça veut dire 3 facturations. Donc la RTI est marquée 6 000 francs. Nous affichons le montant de la RTI pour pouvoir le transférer dans le compte comptable concerné. Passé les explications, Victor avec sa facture, l'arriéré y compris. Le montant est transféré à la caisse. Je suis convaincu et je suis prêt à payer ma facture. En plus des impayés qui font doubler en apparence la redevance audiovisuelle, un autre cas de figure se présente. On a par exemple un client qui est en déplacement, qui n'est pas présent. Donc, chaque 2 mois, comme je vous l'ai dit, à chaque facturation, on a une prime fixe. Donc, ce client-là, sans consommation, il a la prime fixe. La prime fixe et la redevance RTI qui est facturée. Donc, s'il a fait 6 mois à l'extérieur, c'est-à-dire 3 facturations, bien entendu, la RTI, il y aura un cumul. Donc, les 2 000 fois 3 seront affichés sur sa facture. Quoi qu'il en soit, la CIE est ferme. La redevance RTI n'a aucunement connu d'augmentation. Liée par une convention, entre autres, de commercialisation de l'électricité avec l'État de Côte d'Ivoire, la CIE n'a pas compétence pour augmenter une taxe, notamment la redevance audiovisuelle. Nous n'avons pas de décision à prendre concernant l'augmentation ou la majoration de telle taxe ou telle taxe. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide. Et par arrêté ministériel, interministériel, nous, la CIE, nous appliquons. La redevance RTI est facturée à 2 francs CFA par kilowattheure pour les abonnés au tarif social basse tension et à hauteur de 2 000 francs CFA pour les autres abonnés. Cette tarification reste inchangée. Et quittons les parvis de la compagnie ivoirienne d'électricité pour une autre interrogation. L'on note plusieurs effondrements d'immeubles à Abidjan. À qui la faute? Pour tenter de comprendre cette réalité, suivons ensemble cet élément de Cheikh Koné. Ces images sont celles d'un occupant de cet immeuble à Yopougon-Ananéré. Elles ont été prises 48 heures avant l'effondrement de ce bâtiment de 5 étages. Déjà, le détenteur de ces images amateurs alertait sur les fissures béantes constatées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Mais rien n'y fit. Le pire ne tarde pas à se produire. D'abord, ça là même, là, c'était une maison basse. On ne sait pas quelle bête qui les a piqués. Bon, ils ont commencé à enchaîner de vitesse en vitesse jusqu'à aller qu'on appelle à R+5. Alors, c'est ce qui n'est pas normal. Si aucune perte en vie humaine n'a été déplorée dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020, les dégâts matériels, quant à eux, sont énormes pour le propriétaire, un Ivoirien vivant aux États-Unis d'Amérique. Ce drame lui a fait perdre un investissement de 350 millions de francs CFA. Mais il n'est pas la seule victime. Les victimes collatérales se ramassent à l'appel. Elles continuent aujourd'hui de ruminer leur colère. Jusqu'à ce que l'immeuble se coule même, ça a gâté les voitures des gens, ça a cassé plusieurs carreaux des voitures. Et puis quand ça a commencé là, je suis presque à 1 million. 2 mois après l'incident,
Les impacts sont encore visibles. Maisons voisines détruites, véhicules endommagés. Les populations riveraines s'interrogent. Côté ministère de construction, en tout cas, nous, ça nous décourage. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Entre colère et indignation, le ministère de la Construction est très vite pointé du doigt. Quand on veut construire, la loi fait obligation à tout maître d'ouvrage, à tout usager qui veut construire, de disposer préalablement d'une autorisation de construire, ce qu'on appelle le permis de construire. Le permis de construire est ce qui fait défaut sur la plupart des immeubles en construction à Abidjan. Ce fameux sésame permet à l'État de contrôler la mise en valeur des terrains urbains en s'assurant du respect des règles d'urbanisme, des normes d'architecture et des normes de sécurité. Le promoteur de cet immeuble en avait-il? Non, selon les services techniques de l'antenne du ministère de la Construction. Pour la quasi-totalité des bâtiments qui se sont écoulés, en général, c'est des bâtiments qui sont exécutés dans l'illégalité. Quand on ne respecte pas ces dispositions relatives à la construction, on assiste aux écoulements auxquels nous sommes en train de parler. Et pourtant, depuis 2016, le gouvernement a entrepris des réformes pour assainir le secteur de la construction à travers l'ouverture d'un guichet unique du permis de construire. Passage obligatoire pour tout projet de construction. Quand vous obtenez un permis de construire, avant de construire, la première chose à faire, c'est de sélectionner un ingénieur conseil ou un bureau de contrôle qui va vous accompagner lors de la construction. Malheureusement, bon nombre d'usagers contournent cette autorisation. Le constat sur le terrain est inquiétant. Le phénomène d'effondrement d'immeubles devient récurrent. Plus d'une dizaine de cas sont à déplorer dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Le 23 octobre 2020, un immeuble en construction s'est écroulé dans la même commune de Yopougon. Quelques mois plus tôt, c'était à Yamoussoukro, où s'est effondré un immeuble en construction. Plusieurs victimes enregistrées. Le phénomène n'épargne aucune commune, qu'elle soit résidentielle ou populaire. Pour un investissement immobilier, vous avez dit des immeubles qui peuvent s'écrouler, des immeubles de 2 à 3 niveaux d'étage qui s'écroulent, c'est au bas mot 200 à 300 millions d'investissements qui partent à l'eau. Ce n'est pas 2-3 millions à donner à un architecte ou à un ingénieur conseil qui devrait pouvoir être une économie à faire dans ce type de cas-là. Pour faire face à la multiplicité des constructions anarchiques, des brigades d'investigation et de contrôle urbain dans chacune des 12 communes du district d'Abidjan ont été rendues opérationnelles. Pour l'instant, vous arrêtez tout ce qui est comme travail sur le terrain? Ici à Yopougon, dans la plus grande commune du pays, Aka David et ses hommes font ce qu'ils peuvent pour assurer le contrôle des constructions sans autorisation. Une mission pas toujours évidente au regard des maigres moyens à disposition. 11 contrôleurs et 6 motos pour une superficie communale de plus de 15 000 hectares. Première difficulté sur ce chantier. On va vous laisser un PV. Un R+2 en principe sur la fiche technique, mais en réalité, c'est un R+4. Le propriétaire est absent, c'est un habitué des amendes de cette brigade. Il le ruse depuis avec leur paiement. Une énième mise en demeure et une convocation sont délivrées à son chef maçon. Déjà pour les 3 premiers niveaux, nous avons soumis ce chantier aux amendes administratives, avec 12 500 francs par mètre carré de surface bâtie. C'est environ 15 millions de francs CFA d'amende qui seraient infligés à ce propriétaire indélicat. Pendant ce temps, cessation immédiate de tous travaux sur le chantier. Seulement voilà, 30 minutes après le départ des hommes d'Aka, notre équipe de reportage revient incognito sur le dit site. Les travaux ont repris de plus belle. Nous sommes payés par jour. Donc lorsqu'on arrête les travaux, ça agit vraiment sur nous. Donc vraiment. Pour échapper au contrôle des agents de la brigade, certains promoteurs d'immeubles effectuent leurs travaux soit les week-ends, nuitamment ou les jours fériés. D'autant plus que le district d'Abidjan compte 12 brigades qui n'ont que 3 véhicules comme moyen de locomotion. Si les capacités de la brigade venaient à être renforcées, je vous dis, pour Cocody par exemple, où nous avons un seul véhicule, il faut au bas mot 20 véhicules pour ne serait-ce que Cocody seulement. Donc, c'est surtout un appel à la responsabilité et au civisme. Dans le souci de juguler le phénomène, la lutte contre les constructions anarchiques pourrait connaître une nouvelle orientation les mois à venir. Des réformes comme celle du certificat de conformité, la plateforme collaborative des acteurs et bien d'autres sont en cours de finalisation et seront rendues opérationnelles courant 2021. Ce qui est prévu, c'est de lier la demande de raccordement à l'eau et à l'électricité
au certificat de conformité. Parce qu'en réalité, le certificat de conformité, c'est un document qui atteste que le bâtiment a été construit conformément au permis de construire qui vous a été délivré et que le bâtiment offre toutes les garanties de sécurité et de confort. Il est délivré avant de mettre en exploitation le bâtiment. Pour l'heure, le civisme et le recours aux acteurs clés en matière de construction, c'est-à-dire le bureau d'études, l'ingénieur conseil ou l'architecte, demeure la seule issue pour sécuriser son investissement. L'architecte fait faire des économies parce que quand il fait sa conception, il fait en sorte que l'ingénieur qui va réaliser la structure tienne compte des coûts de l'exécution. Toutes ces réformes entrées en vigueur, le secteur de la construction pourrait mieux supporter pour que les effondrements d'immeubles soient de moins en moins enregistrés. Comprendre pourquoi certains immeubles s'effondrent comme des châteaux de cartes, à qui la faute, c'était le sujet proposé par Cheikh Koné dans EcoPlus. Et puisqu'on parle de construction, Aqaba City, c'est le nom d'un projet de ville nouvelle porté par le district d'Abidjan en vue de faire face à la forte urbanisation non maîtrisée qui touche le Grand Abidjan. Ce projet baptisé Aqaba City va consister à construire une nouvelle ville qui respecte les normes des villes durables. Un projet initié par un groupe privé qui sera désormais porté par le gouvernement de Côte d'Ivoire via le ministère de la Ville. À cet effet, un mémorandum a été signé entre les deux parties pour sa mise en œuvre. C'était dans la commune du Plateau, en présence de Mamadou Kouassi. Par la signature de ce mémorandum, suivi d'échanges de parapheurs, le gouvernement, à travers le ministère de la Ville, s'approprie désormais la réalisation du projet Aqaba City. Un projet futuriste pour le Grand Abidjan, à l'image de Diamanadio à Dakar, au Sénégal. Il s'agit de la ville nouvelle qui s'inscrit dans la politique nationale de la ville en Côte d'Ivoire. Un projet qui vient répondre aux normes des villes durables. Et pour le promoteur, cet engagement du gouvernement vient booster le processus en cours. Puisque les travaux, les engins sont sur le terrain, les travaux ont démarré depuis bientôt 1 an. Le tracé et l'ouverture des voies des bitumes a déjà démarré. Il reste les travaux d'assainissement, les travaux de canalisation, d'électrification et d'amener d'eau. Ce sera une ville qui va accueillir certes une population d'environ 3 millions d'Ivoiriens. C'est une ville qui va se conformer aux commodités habituelles qui sont attendues dans les villes résilientes, dans les villes durables, dans les villes écologiques. Il s'agit pour le ministère de la Ville d'assurer un encadrement institutionnel du groupe Sophia en charge de la mise en œuvre de ce projet. Le ministre François-Albert Amicha soutient que la réalisation de ce projet vient répondre également à l'urbanisation non maîtrisée du Grand Abidjan. Face aux fragilités de nos cités urbaines, agir solidairement et inventer un avenir résilient dans lequel les citoyens pourront vivre dans un environnement sûr reste un défi majeur à relever. Et c'est pour cette raison fondamentale que nous avons décidé d'accompagner le projet de création d'une ville nouvelle en assurant son portage interministériel et surtout sa gouvernance. Le ministère de la Ville compte s'appuyer sur d'autres ministères, notamment celui de la construction, de l'urbanisme et du logement, avec le ministère de l'entretien routier et de l'équipement, ainsi que celui en charge de l'environnement. Le projet Aqaba City sera réalisé dans la commune d'Aniaman sur une superficie de 14 000 hectares, avec des commodités nouvelles et des infrastructures écologiques et durables. 2020 a été une année riche en actions posées en faveur des femmes. C'est la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui le confirme à travers un point de presse qu'elle a réalisé sur l'ensemble de ses actions à tenir en matière de droits des femmes. L'on note des avancées comme la loi sur la minorité et celle relative à la succession. Pour ce qui concerne l'autonomisation de la femme, le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, monte en puissance pour une cible féminine plus élargie. De nombreuses initiatives en faveur des femmes à mettre à l'actif de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le point avec Serge Collier. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, constitue une des satisfactions de la ministre Ramata Libakayoko. En quelques années, l'initiative de la première dame Dominique Ouattara, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, a permis de sortir environ 250 000 femmes de la pauvreté. De 2021 à 2025, le FAFSI va être augmenté de 10 milliards de francs CFA à raison de 2 milliards par an grâce à la volonté du chef de l'État. Vous avez des femmes qui sont parties de pas grand-chose, je dirais de rien, mais grâce au FAFSI, sont devenues des femmes entrepreneurs qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Au plan social, de nombreux acquis en faveur de la promotion de la femme sont à souligner. Entre autres,
la loi de la succession qui permet à la femme d'hériter au même titre que l'enfant. Il y a aussi la loi sur la minorité. Elle protège la jeune fille de moins de 18 ans du mariage précoce. Au niveau social, au niveau économique et au niveau politique, le président a à cœur de donner à la femme sa place. Au plan politique, il y a un décret d'application qui vient d'être signé pour qu'il y ait 30% de femmes sur les listes de candidatures des partis politiques ou groupements politiques. Au niveau même de l'administration publique et privée, il y aura une loi qui va être prise pour la parité. Je pense qu'il y aura aussi une ouverture pour les femmes dans le gouvernement. Il y aura sûrement plus de femmes dans le gouvernement. La ministre annonce également le lancement du programme gouvernemental Usine de Côte d'Ivoire. Objectif, créer des unités de transformation semi-industrielle des produits agricoles. Les associations féminines pourront transformer leurs produits et leur donner une plus-value. C'est-à-dire aller à l'ensachement pour faciliter la commercialisation de leurs produits. Donc, vous voyez que le FAFSI intervient encore pour renforcer les capacités de ces femmes au niveau du programme Usine des femmes de Côte d'Ivoire, qui est un programme gouvernemental. En 2021, les perspectives se présentent bien pour les femmes de Côte d'Ivoire. Le ministère se félicite du soutien du chef de l'État dans toutes les actions de promotion et d'autonomisation de la femme. Et gardons les yeux fixés sur les avancées offertes aux femmes pour une émancipation réussie. Dans certains métiers, en particulier les métiers dits masculins, il n'est pas vraiment facile pour elles d'évoluer. Certains obstacles continuent de se dresser sur leur chemin. Cas de la gendarmerie nationale, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Apalo Touré, a d'ailleurs présenté hier mardi les conclusions de ses travaux de recherche sur son institution portant sur l'intégration des femmes dans un métier masculin. Il relève des obstacles liés aux enjeux du métier et fait un certain nombre de suggestions de réformes pour une meilleure insertion des femmes dans ce corps d'élite qu'est la gendarmerie. Jean-Marc Djadji. Le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, devant un jury d'universitaires et de sociologues. Il expose les résultats de son étude scientifique sur l'intégration des femmes dans le métier masculin qu'est la gendarmerie. Selon lui, les femmes sont victimes, par exemple, d'une rude concurrence de la part des hommes et d'une appréhension liée à la dureté du métier de gendarme. Des représentations qui ont d'ailleurs retardé l'avènement des gendarmes féminins au sein de notre institution sont de nature à complexifier les rapports sociaux. Il s'agit des imaginaires sociaux tels que la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas être commando, ainsi de suite. Les travaux de recherche du général de division Apalo Touré, validés par l'auditoire et le jury, relèvent les enjeux de la promotion des droits de la femme dans la société. Je pense que les enjeux sont importants parce qu'aujourd'hui, on prône l'égalité des femmes, l'égalité homme-femme. Et donc, les femmes ne doivent être exclues d'aucun métier. Et je crois que l'étude du général Apalo permet de cerner les contours de ce métier et de voir dans quelle mesure les femmes peuvent s'insérer et être à l'aise, évoluer dans ce corps de métier. La gendarmerie nationale enregistre à ce jour plus de 15 000 membres, dont 184 femmes sous-officiers et 6 femmes officiers. Des femmes capables de réaliser énormément de choses et dans les rangs des personnels soignants, on retrouve énormément de femmes, des femmes qui restent très engagées dans le combat contre la Covid-19. Parlons justement de lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré à la date d'hier, mardi 12 janvier 2021, 292 nouveaux cas de Covid-19 sur 1634 échantillons prélevés, soit 17,9% de cas positifs, 72 guéris et un décès. À la date du 12 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 24 186 cas confirmés, dont 22 740 personnes guéries, 140 décès et 1306 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 283 759. Et toujours en rapport avec cette actualité, sachez que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie publique n'est pas encore terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les espaces qui accueillent du monde et les transports en commun pour stopper la transmission du virus.
Un autre virus contre lequel il faut absolument trouver remède, le virus de la violence et ses effets collatéraux. Souvenez-vous, au cours de la période électorale entourant la présidentielle, des bus de la Sotra avaient été pris à partie par des manifestants en colère, bus saccagés, vandalisés et brûlés. En réaction, la Société des transports d'Abidjan avait décidé de limiter sa couverture de certaines zones, notamment de la commune de Yopougon. Le palabre, les discussions, la difficile décision aujourd'hui semblent loin derrière. La situation a été résolue à la mairie de Yopougon. Société de transport abidjanais, autorités municipales et associations de jeunesse se sont mis d'accord pour la protection des bus. C'est bien public. Et la bonne nouvelle, le trafic à plein régime dans la commune devrait reprendre après un accord obtenu entre toutes les parties. Lancine Bakayoko. La suspension du trafic au niveau de la Société des transports abidjanais est un lointain souvenir pour la population de Yopougon. La compagnie, les autorités municipales, les couches socio-professionnelles et les associations se sont parlé pour mettre fin à la souffrance des usagers. Par rapport aux troubles qu'il y a eu dans le pays dernièrement, la Sotra a perdu près de 62 bus. C'est plus de 2 milliards de pertes. Et Yopougon, qui était l'épicentre de ces manifestations, a vu son périmètre d'exploitation rétréci. Face à la souffrance des populations, on a engagé cette action de reprise de nos activités, mais surtout avec l'accord des populations qui doivent être avec nous pour la préservation du matériel. Comme dans les autres communes précédemment isolées pour les mêmes raisons, le transporteur public a suggéré l'implication des leaders d'associations pour la sensibilisation à la préservation des autobus. Le bus est un outil qui, je dirais, est le plus démocratique possible. Quand un bus gare, tout le monde monte sans distinction de race, de parti politique, de religion. C'est un outil de développement qui est mis à la disposition des populations par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous imaginez transporter quelqu'un de Yopougon jusqu'au plateau à 200 francs? Ce n'est pas possible. Économiquement, ça ne se justifie pas. Mais l'État le fait pour soulager les populations. Les populations, à leur tour, ont vivement promis de s'impliquer pour que de tels actes ne se reproduisent plus dans leur commune. Le bus est un bien commun et c'est notre moyen de déplacement le plus sûr. Alors je demande à mes camarades élèves et étudiants véritablement à sensibiliser afin que le bus soit protégé au sein de notre commune qui est Yopougon. La Société des transports abidjanais, satisfaite de cette rencontre, a promis d'examiner les requêtes des Yopougonais. La compagnie en a profité pour dévoiler au grand public la création de lignes supplémentaires à Yopougon. Et voilà, après des moments de friction, les esprits sont donc réconciliés. Tout devrait donc bien aller désormais pour les usagers de la Sotra de la commune de Yopougon, ce qui est certainement dû aux prières qui ont été dites dans la commune par les fidèles chrétiens de l'église USO de Yopougon-Atier. Remerciements adressés à Dieu pour les avoir gardés et protégés au cours de l'année écoulée et pour lui confier la nouvelle année. Les orateurs ont également profité de l'occasion pour prier pour la consolidation de la paix sociale, mais aussi pour la réussite et une concrétisation heureuse du dialogue politique. Franck Quadio. Des chants et des prières, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits durant l'année écoulée. 2021 s'ouvre sous des auspices heureuses. C'est l'essentiel des invocations faites par les fidèles chrétiens de l'église USO Côte d'Ivoire de Yopougon-Atier. Au cours de ce culte spécial, des cultes d'action de grâce. Au nombre des fidèles, le vice-gouverneur du district d'Abidjan, Sergent Honoré, qui de façon personnelle a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour l'assistance et le soutien durant les épreuves traversées en 2020. Avec lui, plusieurs fidèles ont remercié le Créateur dans ce sens sous l'impulsion d'hommes de Dieu venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La Bible nous recommande, quand on a été béni par Dieu, en retour de lui être reconnaissant. Et aujourd'hui, je suis venu avec tous mes frères chrétiens dire merci à ce grand Dieu. Un message auquel s'adjoint celui d'intégrer dans notre quotidien la vulgarisation du message de paix tel que voulu par le président de la République. L'orateur du jour, le révérend Simeon Gueux, président national des églises USO de Côte d'Ivoire, abonde dans le sens du respect, des vertus du Christ, l'humilité, la repentance et la reconnaissance. C'est le témoin de tous les chrétiens, toute la communauté, pour dire merci à Dieu. Dieu qui tient la vie de chacun de nous entre ses mains. Nous voulons lui dire merci pour la paix en Côte d'Ivoire. Ma prière, c'est que ce dialogue politique puisse aboutir à la paix. Ces prières
ont aussi porté sur l'instauration d'une paix véritable dans le pays à l'issue du dialogue politique. Pour parfaire le tableau, comme tout culte d'action de grâce, des dons de reconnaissance de toutes sortes ont été faits. Un moment marquant de cette cérémonie. Et dans l'actualité internationale en Centrafrique, nous disions à l'entame de cette édition, des tirs ont été entendus à l'entrée de Bangui dans la zone de PK11 et PK12 ainsi que du côté de Bimbo dans la périphérie de la capitale centrafricaine. Les affrontements ont débuté vers 6 h, heure locale, et selon le Premier ministre qui s'est exprimé sur sa page Facebook, ces tirs seraient la conséquence d'une tentative menée par des assaillants sur plusieurs fronts en vue de rentrer dans Bangui. Il assure aussi que les assaillants venus en effectif élevé pour prendre Bangui, la capitale, ont été vigoureusement repoussés. Plusieurs sources indiquent cependant que des tirs se feraient encore entendre. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.